Ouais, là c'est parfait, t'es parfait. C'est nickel. On me dit dans le chat que pas de souci pour le retard. Je crois qu'il commence à être habitué, donc tout va bien. Du coup, comment on articule un petit peu ce meet-up, du coup, Stéphane? Je vais d'abord te laisser te présenter, Oui, avec présenter plaisir. l'entreprise, du coup, que tu as créée, et puis on va enchaîner tranquillement sur le sujet. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci de m'accueillir à cette soirée. C'est très intéressant de faire ce type d'exercice et surtout de présenter également les activités des entreprises que nous avons, que nous dirigeons aujourd'hui. Mass Digital est une entreprise qui est née il y a un peu plus d'un an. C'était fin 2019. Et le credo vraiment de l'entreprise, c'est de venir en support de tous les éditeurs de logiciels de réalité virtuelle qu'il y a en France et en Europe, mais aussi les grands comptes, pour les aider à déployer les solutions de réalité virtuelle au sein de l'entreprise ou au sein des entreprises qui sont leurs clients. D'accord. Donc vous travaillez du coup en marque blanche, principalement. En tout cas, vous pouvez travailler en marque blanche, c'est-à-dire effectivement pour Oui, finalement Maths ouais, Digital étant. Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer en fait à nos clients toute une gamme de casques de réalité virtuelle. Donc, on a 3 marques principales. On va proposer aussi des accessoires qui vont venir compléter ces casques-là. Et puis, on va apporter aussi toute une panoplie de services qui sont assez uniques. Parce qu'on a, Maths Digital est travaille en partenariat très fort, en partenariat industriel avec une entreprise qui s'appelle Itensia. En fait, Maths Digital fait partie d'un groupe qui s'appelle Itensia, qui compte 450 personnes avec 10 filiales en Europe et en Afrique. C'est une structure en fait qui existe depuis une trentaine d'années sur le marché européen et qui a développé vraiment ces services qui sont vraiment des services professionnels très importants. Et ce qu'on a voulu en fait avec Maths Digital, c'est prendre vraiment ce savoir-faire et dupliquer ce savoir-faire qui était historiquement sur la téléphonie, infrastructure réseau, télécom, sur le monde de la réalité virtuelle. C'est comme ça qu'en fait est née cette idée de créer Maths Digital et d'apporter l'ensemble de ces services. Ah, c'est cool. Ok, donc à la base, hyper force du monde des télécommunications, du coup, qui bifurque, entre guillemets, vers les techno immersives. On voit assez bien le parallèle, notamment avec la 5G, par exemple. C'est peut-être un parallèle trop rapide que je fais, mais on voit quand même que forcément, il va y avoir un lien direct. Forcément, il va y avoir effectivement, on va dire, des rapprochements avec la 5G, puisque voilà, parce que il y a les casques de réalité virtuelle qui sortent aujourd'hui sur le marché, voilà, aujourd'hui commencent à être compatibles avec la 5G. Ouais, sur les nouvelles générations qui vont arriver. Exactement, exactement. Non, mais c'est cool. Donc, c'est cool. Donc, pour parler un petit peu plus, alors je prépare en fait quelques slides hein, pour parler un petit peu plus de Maths Digital, ce qui nous permettra aussi peut-être de rentrer plus dans le sujet. Impeccable. Ce qu'il faut savoir, ce dont je vous parlais en fait tout à l'heure, c'est qu'en fait, voilà, voilà cette entreprise en fait Itensia avec un de ses sites en fait qui se trouve dans l'ouest de la France, près de Cholet. Il y a plusieurs sites en tout, il y a à peu près 30 000 mètres carrés d'entrepôts et de bureaux, de locaux pour l'entreprise. Donc physiquement, tous les stocks de Maths Digital sont stockés dans ce site industriel, et tous les services en fait que l'on développe en fait sont directement réalisés dans ce site industriel là. Alors, on a plusieurs marques que l'on a référencées à notre catalogue. On a effectivement la marque HTC Vive, on a également la marque Pimax et la marque Pico. Pourquoi ces 3 marques-là? Parce qu'on s'est dit que, effectivement, grâce à ces 3 marques-là, on pouvait couvrir assez largement le spectre des besoins des entreprises et des éditeurs sans qu'il y ait trop non plus de concurrence entre ces différents produits. On voit bien qu'effectivement, la gamme Pico est très présente sur les produits autonomes, que ce soit en 3DOF ou en 6DOF. Vive a également une offre en 6DOF autonome qui avait le Focus Plus.
Et ensuite, avec la gamme Vive, on a vraiment cette couverture très importante de casques connectés avec la gamme Cosmos et la gamme Vive Pro et Pro Eye. Et au-dessus, on a une autre gamme de produits avec Pimax qui permet justement de pouvoir avoir un champ de vision jusqu'à 200 degrés. C'était la principale motivation effectivement pour le référencement de cette marque, c'est d'avoir en fait un produit un petit peu différenciant avec ce champ de vision très très large. Alors, pour rentrer dans les débats qu'on apprécie tout ce temps, je vais mettre les deux pieds dans la mare et je vais te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas d'Oculus au catalogue. Alors, pourquoi j'ai pas Oculus Voyons, pourquoi j'en ai pas je pense qu'Oculus aujourd'hui, allez, c'est un très bon produit. Voilà, c'est un très bon produit. C'est un très bon produit consumer. Voilà. Et je pense que, juste en disant ça, je pense qu'effectivement, on arrête aussi assez rapidement ce type de débat. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je veux pour mes clients, c'est avoir des produits professionnels, pas forcément des produits consumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oculus, pour pouvoir l'utiliser, il faut forcément, effectivement, avoir un compte Facebook. Ou alors, il faut passer sur la licence professionnelle, et il y a plein de complexités derrière sur ce contrat-là. Typiquement, moi, en tant que représentant de Mass Digital, légalement, je n'ai pas le droit, par exemple, d'installer quoi que ce soit sur les casques Oculus pour le compte d'un tiers. Donc, typiquement, toute l'offre de services que j'ai développée pour ces produits-là ne peut pas, en fait, je ne peux pas le faire sur la gamme Oculus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un très bon produit consumer, mais c'est pas du tout fait pour le monde de l'entreprise. Okay. Je vais juste approfondir un peu la question. Demain, ils enlèvent ces barrières. On le sait, hein, de toute façon, ces barrières vont sauter. Ils enlèvent ces barrières. Est-ce que demain, vous proposez des casques Oculus? Enfin, Facebook, maintenant. On va pas non plus se voiler directement, enfin, voilà, et faire traîner le débat. Derrière Oculus, hein, c'est 100% du Facebook maintenant. Est-ce que voilà, demain, Facebook fait sauter ces barrières-là, donc apporte aux professionnels, et ils sont en train de réellement travailler dessus, des véritables solutions à la Apple, hein, ce sera quand même malgré tout quelque chose d'assez bridé. Est-ce que demain, c'est des casques que vous pourrez proposer? Je pense que ce qui est important surtout, c'est de bien connaître et comprendre le besoin de mes clients. Et mes clients, ce sont les éditeurs de logiciels de réalité virtuelle. Ce sont les grands comptes également qui font appel à ces éditeurs ou qui ont développé eux-mêmes leur contenu en interne et qui souhaitent déployer. Donc, ça veut dire qu'effectivement, s'il y a des contraintes techniques, juridiques, etc., ou bien tout simplement, s'il n'y a pas d'équipe en face pour avoir du répondant, pour pouvoir accompagner cela, c'est pas forcément un produit que je référencerai. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, ben voilà, et on commençait à en parler juste avant que le live du coup se coupe, et enfin commence, pardon. Par rapport à la marque Pimax, du coup, quel retour c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc vous avez vu qu'avec Pimax, vous pouviez avoir un véritable SAV, un véritable, voilà, offrir à vos clients du coup quelque chose de qualitatif. Est-ce que vous êtes en communication directe du coup avec eux comment ça se passe? C'est une très bonne question, effectivement. Sur les produits Pimax, effectivement, je suis en lien directement avec eux. J'apporte les produits directement de la Chine. Et surtout, en fait, j'ai cette capacité aujourd'hui, grâce au groupe auquel appartient effectivement Mass Digital, de pouvoir apporter toute cette partie SAV. Pourquoi? On pourra le détailler tout à l'heure dans la partie service, mais dans le groupe, il y a 150 techniciens qui font de la réparation électronique. Ils le font sur des PABX, sur des téléphones, sur des iPhones, sur des iPads. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une division de l'entreprise qui est vraiment spécialisée dans la réparation électronique des iPhones, des iPads. Donc, on a vraiment ce savoir-faire pour pouvoir accompagner, faire ces réparations-là. Sinon, au besoin, effectivement, de pouvoir renvoyer les produits en Chine. Mais généralement, ce qui se passe avec tous ces constructeurs, ils ont bien compris, effectivement, la force que l'on pouvait apporter et surtout la force des services que l'on pouvait apporter sur ce marché-là. Donc, généralement, ils nous font vraiment confiance par rapport à ça. Ouais. Soit ils nous envoient des produits en spare que l'on va utiliser pour assurer ce SAV, soit nous-mêmes, on va être capable, effectivement, de pouvoir assurer cette réparation. Ce qui nous permet aussi, grâce à ce savoir-faire, de pouvoir aussi proposer des extensions de garantie sur ces produits-là. Ouais, ce qui est génial. Et là, pour le coup, on peut dire que travailler avec une start-up chinoise complètement instable prend tout son sens, parce que justement, vous leur apportez cette stabilité.
Exactement. C'est là où, ok. Parce que moi, je faisais le parallèle du coup avec moi et ma vision professionnelle du coup de Pimax, sans cette stabilité-là, parce que je n'ai pas un suffisamment grand groupe euh, ou en tout cas c'était compliqué, et surtout pas les connaissances, on va dire hardware. On a les connaissances bas level côté informatique, mais pas les connaissances du coup électroniques. Du coup, ce n'est pas possible de réparer ses propres casques. Donc, ok. Non, mais je comprends mieux. C'était parfait. Et Pico, du coup, les relations sont à peu près identiques, parce que Pico, c'est déjà une boîte beaucoup plus structurée que Pimax pour le coup. Tout à fait. Absolument. Les équipes, effectivement, il y a une équipe européenne, comme chez HTC Vive, il y a vraiment une équipe européenne. Donc les relations, effectivement, on n'est pas sur de l'importation directement de Chine, mais on est plutôt sur de l'importation d'une plateforme qui se trouve en Irlande. Donc les choses sont un petit peu différentes. Mais l'équipe, elle est présente, il y a des commerciaux, ils sont présents, ils répondent. Voilà, c'est ça qui est vraiment très agréable en fait avec ces deux équipes, Vive et Pico, au niveau européen, c'est qu'ils sont vraiment présents, ils sont vraiment orientés business et ils sont orientés entreprise également. Donc on a de vrais interlocuteurs qui sont capables de nous répondre, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement avec d'autres consultants. Et du coup, pour la partie maintenance dont tu parlais, est-ce que ils te forment? Comment est-ce que ça se passe pour un premier niveau chez toi? Non, en fait, j'ai un bureau d'études, toujours au sein du groupe avec une dizaine de personnes. Ce sont des ingénieurs qui ont l'habitude en fait de prendre des produits, de les désosser totalement, de voir ce qu'il y a comme type de composants dedans, et ensuite de pouvoir monter des processus de réparation pour les techniciens du groupe, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont complètement désosser, savoir quel type de panne aussi est susceptible d'arriver, comment est-ce qu'on le fixe, comment on source le composant, et ensuite de construire le mode opératoire pour assurer cette réparation-là. J'avoue qu'il y a un petit côté ironique quand même à faire du rétro-engineering sur des produits chinois qui ont déjà été rétro-ingénierés de produits américains. Non, c'est pas mal. Mais non, mais c'est très bien, au contraire, non, c'est cool. Mais et ça va dans le sens stabilité. Hein. Ouais, les principales causes de panne que l'on peut rencontrer sur ce type de produit, c'est des problèmes en fait de soudure essentiellement. Pourquoi? Parce qu'effectivement un produit, il bouge, on le prend dans les mains, on le manipule, et en fait ce qui va casser en premier lieu, c'est la soudure. Donc ça va être la soudure sur une gâchette, par exemple sur une manette, ça va être ce type de choses. Parce que quand on regarde le casque en lui-même, c'est quand même juste une carte électronique qui est quand même bien sécurisée. Après ce sont des lentilles, et après ce sont des câbles. Voilà. Ouais. Donc, sur les Pimax, il y avait des problèmes de plastique, par contre. Sur les Pimax, il y a eu des problèmes de plastique, mais peut-être que vos unités, de toute façon, en plus, ça avait été avéré chez eux, donc ça a été remplacé dans la foulée. Et puis là, on parle des unités. Faut savoir, Pimax, du coup, pour ceux qui vous écoutent et qui connaissent pas trop l'historique, du coup, c'est une boîte qui a été kickstartée à hauteur de 4 millions et des bananes. Et après, ils ont retrouvé d'autres investisseurs, bien sûr. Mais du coup, effectivement, moi, ce dont je parle, le premier Pimax que j'ai eu dans les mains, c'est ça. C'était un Pimax, donc du coup, kickstarté et l'un des premiers envoyés en France. Et c'est vrai qu'il y avait des soucis de plastique. La température à laquelle ils avaient fondu le plastique n'était pas la bonne. Du coup, il y avait des fissures, ce genre de choses. Bon, pour tous ces soucis-là, c'est vrai qu'ils avaient un SAV. Ils échangeaient sur photo, ils échangeaient sans problème. Par contre, moi, c'est des casques, honnêtement, et c'est là où je trouve important d'apporter cette stabilité, c'est que il faut constamment mettre les mains dedans. Il faut le SDK bouge tout le temps, la façon de faire les mises à jour, ils font pas mal de régressions, malheureusement. Alors, quand on est professionnel du métier, quand on sait où taper, effectivement, on règle leurs problèmes assez rapidement. Mais faut savoir que pour un particulier, c'est un Chinois de Chine qui vient sur votre PC à TeamViewer, donc ça vous fait lever à 6h et quelques du matin si vous êtes français, minimum. Et puis il vient sur votre PC pour vous dépanner. Donc ça, effectivement, c'était hors de question pour un professionnel d'avoir affaire à ça. Exactement. Et voilà. C'est pour ça qu'on a une hotline technique également, avec une quinzaine de personnes qui sont formées sur ces produits-là, qui sont capables aussi de pouvoir apporter
des réponses techniques sur l'ensemble de cette gamme-là à nos clients professionnels. D'accord. Et pour le coup, tu installes aussi les casques sur des PC ou pas? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de cette gamme de casques que l'on voit effectivement à l'écran, on a référencé aussi toute une gamme de produits, ce qu'on appelle les accessoires ou les consommables qui vont aller avec. Parce que bien sûr, effectivement, les casques, il faut pouvoir les mettre dans des valises. On peut avoir besoin de trackers, on peut avoir besoin de contrôleurs supplémentaires, on peut avoir besoin de petits stands également. J'ai mis un petit exemple ici. Effectivement, il y a un Pico Neo 2 qui est sur un petit stand. Voilà, ce type de choses qui paraissent anodines, mais qui sont aussi très importantes lorsqu'on fait un déploiement de projet, parce que c'est plein de petites choses en fait qui vont faire la réussite, le succès de ce déploiement au sein de l'entreprise. Ça va être des produits aussi, on le vend en dessous, des produits d'hygiène, ça peut être des charlottes que l'on met sur la tête, ça peut être des masques qui vont venir se placer en fait autour des yeux pour minimiser le contact avec le casque. Ça va être des produits de nettoyage pour les lentilles, par exemple comme Zeiss, ou des produits également virucides, fongicides, bactéricides comme Acebis. Donc voilà, toute une gamme de produits, et puis également de l'informatique. Donc avec quelques références simplement, mais qui sont vraiment très orientées sur ce type de besoins, comme les backpacks HP par exemple, qui viennent, que l'on met effectivement typiquement en sac à dos connecté avec un casque, ou alors des produits de type Acer Predator avec de belles cartes graphiques qui permettent aussi de pouvoir avoir une belle image et puis un bon rendu également des programmes. Et tout ça, pourquoi est-ce qu'on a référencé ça? C'est que justement, en fait, on va travailler vraiment en mode projet avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va les accompagner. Avec chaque éditeur ou chaque client grand compte, on va définir ensemble, en fait, le cahier des charges. Qu'est-ce que c'est? C'est un casque de ce type-là, avec, par exemple, un sac à dos, avec ce type de lingette, c'est Charlotte, les masques, et surtout, avant expédition de ces casques, c'est la possibilité de pouvoir mettre à jour les OS en amont, de pouvoir charger aussi les casques lorsque ce sont des produits autonomes, de pouvoir précharger également les APK ou les contenus développés par les éditeurs avant de les expédier auprès des clients. C'est pouvoir faire de l'assemblage, on peut coller des stickers également, c'est demandé de temps en temps aussi lorsqu'on a un déploiement et que l'on veut apporter en fait la marque de l'entreprise et qu'on veut la porter dans ce déploiement, on peut aussi coller des stickers. On a une centaine de références aujourd'hui au catalogue et surtout on est capable de faire ces expéditions en France, en Europe, mais aussi à l'international. Avec deux modalités essentielles, c'est ce qu'on appelle le DAP, Delivery at Place, c'est-à-dire que on va expédier le produit et ensuite le client localement va se charger des taxes à l'importation de la TVA, ou bien également en DDP, Delivery Duty Pay, c'est-à-dire qu'on travaille avec un transitaire qui est capable de faire pour le compte du client, de pouvoir acquitter la TVA et les taxes à l'importation. Ce qui fait qu'on peut apporter un package global au client et il n'a absolument rien à faire. On va s'occuper de l'ensemble de ce déploiement jusqu'à l'utilisateur du casque. Et surtout à l'international. C'est plutôt cool. Parce que quand tu vas parler de dédouanement, on parle forcément de l'étranger. Okay. Exactement. Donc on a fait des déploiements pour plusieurs grands comptes. Je ne peux pas partager le nom de ces grands comptes pour des raisons confidentielles. Mais voilà, on a livré à Dubaï, à Doha, bien sûr dans toute l'Europe, en Espagne, en Angleterre, en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie. On est allé sur d'autres pays un petit peu plus loin, comme la Russie par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de limite. On a cette capacité justement à pouvoir livrer partout dans le monde ce type de solution. D'accord. Et à partir du moment où on cherche à livrer ce genre de, à partir du moment où on cherche ce genre de service, alors tu me parlais de client grand compte, donc un client grand compte, donc client important, on va dire grand groupe. Pour ceux qui n'auraient pas eu la référence, sans donner de nom, bien sûr, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'était la quantité, parce que j'imagine qu'on ne déploie pas un produit et un service comme le vôtre pour 10 casques Cosmos, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. On serait à peu près sur quel... vous avez vu passer typiquement de casques Vive Cosmos, vous en avez fait passer combien à peu près? Vous en avez vu combien entre vos mains Alors,
Cosmos en particulier, je dirais que je pense que je pense que le débat n'est pas forcément par rapport à un produit bien spécifique. Encore une fois, ce que je disais, en fait, c'est que les éditeurs vont choisir, eux, la plateforme qui les intéresse le plus. Je peux vous dire aussi que les projets en termes de déploiement, quand on a des projets qui commencent en termes de déploiement, on va commencer une dizaine à peu près. Parce que même à une dizaine, ça peut être très intéressant et surtout, ça facilite ce déploiement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir travailler sur un déploiement, typiquement les éditeurs avec lesquels je travaille, en fait, sont des structures qui ont entre 5 et 50 salariés, grosso modo. Hein, c'est vraiment la cible de ces éditeurs. On va dire qu'au-delà de 5 unités à déployer, ça commence à devenir difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut des techniciens pour pouvoir préparer les produits en amont. Il faut des mètres carrés aussi pour stocker ces produits-là, pour les préparer, pour préparer les bundles. Et ensuite, il faut pouvoir les expédier. Donc, il faut avoir des accords aussi avec des transporteurs, voire des transitaires. Donc, à partir de 5, vraiment, c'est vraiment la cible. Et après, on a fait des projets de déploiement les plus importants. On est monté jusqu'à 70 solutions qui ont été déployées pour un client unique. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec plusieurs éditeurs, aujourd'hui pour 2021 et pour 2022, sur des déploiements. Maintenant, on est plutôt sur des gros déploiements de plusieurs centaines d'unités. D'accord. Et alors, petite question, quel est le matériel le plus difficile à déployer pour toi et le plus simple? Voilà. J'ai pas trouvé de choses particulièrement difficiles jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Certainement parce que l'équipe d'ingénieurs du bureau d'études et l'équipe de techniciens avec laquelle je travaille sont des gens qui sont extrêmement compétents et également extrêmement consciencieux. Donc tout ce qu'on nous a demandé jusqu'à présent, on a réussi à le faire de manière assez, je dirais pas facile, rien n'est jamais facile, mais de manière assez simple quand même. Donc j'ai pas eu vraiment de difficultés particulières à ce jour. Eh bien joué à ton équipe. On en profite. Ok. Oui, non, effectivement, on est quand même sur les casques. En fait, le gros avantage, c'est que vous maîtrisez tout. C'est-à-dire que bien souvent, les clients vont choisir la personnalisation. Donc, du coup, vous mettez... voilà, après, c'est du clé en main chez eux. Et comme on disait, et comme on a l'habitude de le dire aussi avec Louis, hein, c'est très clairement, quand c'est bien paramétré, quand c'est bien... voilà, c'est pas plus compliqué, voire potentiellement même plus simple d'utilisation qu'un smartphone. Oui. Donc, c'est vraiment, vous choisissez votre application, vous cliquez avec une gâchette ou même avec les mains maintenant, selon les casques, et puis vous êtes dans votre application, quoi. Donc, à partir de là, vous êtes censé être en terrain soit connu, soit didactique. C'est très important ce que tu viens de dire, effectivement, parce que c'est ce qui fait le succès d'un déploiement. C'est que il faut qu'à l'arrivée, ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et c'est souvent en fait compliqué de faire simple, mais la meilleure expérience utilisateur, c'est quand le produit arrive, voire on le met typiquement en mode kiosque, comme ce type de produit-là, il arrive chez le client, il a juste à le mettre sur la tête, après appuyer sur On, et il est directement dans l'application qu'il recherche. Donc ça, c'est vraiment la solution idéale et sur laquelle effectivement le retour d'expérience est le meilleur. C'est ces solutions qui font en sorte que pour les utilisateurs, c'est le plus simple possible d'utilisation. Ça répond un peu à la question d'Agalian dans le chat qui disait qui demande si théoriquement, vu que Pico par exemple ce sont des autonomes, en tout cas on peut élargir ça à l'ensemble des casques autonomes, ça doit être plus simple à déployer. Moi intuitivement j'aurais tendance à dire que non, parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Alors, en termes de déploiement, je pense que c'est effectivement peut-être plus... est-ce que c'est plus simple? C'est une très bonne question, en fait. Parce qu'on a fait des déploiements également avec du HTC Vive, des Vive Pro, avec également des laptops de type Acer Predator. C'est pareil. Ce qui était important, en fait, c'était surtout de préparer tous les produits en amont, de pouvoir charger effectivement Steam, SteamVR, les applications de Vive, les applications d'éditeurs, etc. sur le laptop avant expédition.
de pouvoir faire tous les tests en amont également pour que, en fait, à l'arrivée, simplement en allumant effectivement le laptop, en cliquant sur l'icône qui se trouve sur le bureau, en lançant le casque, en fait, l'expérience utilisateur soit immédiate. Je pense que par rapport à la cible de clients, alors je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je vais revenir après. Je pense que par rapport à la cible de clients, c'est là où il faut bien choisir son matériel. Est-ce qu'on est sur une cible effectivement de gens qui maîtrisent ce type de produit, auquel cas effectivement on peut aller sur des produits connectés sur un PC, et on aura aussi une expérience qui ira peut-être au-delà des produits autonomes. Mais si effectivement on est sur une cible de clients d'utilisateurs pardon, qui ont des besoins, qui ont moins de technicité par rapport à ce type de produit, qui ont et qui sont sur des scénarios d'application plus simples, plus ludiques ou plus en lien avec de la formation professionnelle ou de la gestion des risques, etc. Je pense qu'effectivement, le type de produit autonome est plus intéressant. En termes de déploiement, peut-être que c'est un peu plus simple, effectivement, de partir sur les produits autonomes. Ok. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça trop cool de maîtriser effectivement complètement la stack. Gros avantage, effectivement, c'est que même sur votre PC Windows, vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur appuie sur Run, se connecte à la session et bam, vous êtes tout de suite dans l'application. C'est très facile finalement de faire un script qui va run l'intégralité de votre environnement et chose qui n'est pas possible quand on est sur typiquement un PC lambda. On peut pas le verrouiller à ce point-là, quoi. Donc non, c'est top. Et puis c'est ça qui fait que derrière ça fonctionne. Là, on arrive vraiment sur des produits qui du coup ne s'adressent plus, allez, je vais être stigmatisant, au geek dans la cave. Tu vois, qui lui de toute façon tu aurais pu lui filer le truc ouais, c'est ça, le truc tu aurais pu lui filer en pièces détachées, il l'aurait fait tourner quand même. Mais pour le coup, là vraiment tu peux arriver chez la personne lambda qui galère à brancher son PC, quoi. Donc ça change vraiment la donne, je pense. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser cet outil-là, qui est un outil absolument extraordinaire. Et le meilleur moyen, justement, que l'on pense avoir trouvé, c'est justement de venir en soutien au support de tous ces éditeurs, des grands comptes, de faire en sorte de faciliter ce déploiement, avec aussi une équipe technique et d'ingénieurs, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, qui est extrêmement compétente, et qui permet justement de pouvoir packager cela pour faire en sorte que ce déploiement se fasse le mieux possible et que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible à l'arrivée. Donc, ce qu'on a également, j'en ai pas encore parlé, effectivement, c'est une hotline. On a effectivement, j'en ai parlé un petit peu quand même, alors on a une quinzaine de personnes effectivement à la hotline qui sont capables de pouvoir prendre en charge les appels qui viennent de la part des utilisateurs. Donc cette hotline, en fait, elle se fait en français et en anglais. Et on a aussi un accès web, une interface web qui est accessible effectivement 24/24 avec une base de connaissances également pour les clients. D'accord. Alors, j'imagine indéniablement quelque chose de nécessaire. Malgré tout, 15 personnes, ça me paraît beaucoup. C'est un vrai... c'est un vrai... une vraie charge, enfin un vrai poids, ce support. Enfin, je veux dire, c'est utilisé souvent. Et j'irai même plus loin. Quel genre de support c'est? J'imagine que vous essayez de les traquer, donc du coup de les enlever. C'est quoi? C'est de l'erreur bête de la part de l'utilisateur, enfin entre guillemets interface chaise-clavier, quoi, ou c'est souvent des problématiques plus hardware, ou c'est hyper intéressant en fait ce genre de retour stat que j'imagine vous devez faire pas à la semaine, mais peut-être au mois. Les principaux retours que l'on a, c'est surtout en fait des besoins juste d'aide au démarrage pour se rassurer. D'accord. Oui, c'est genre, j'hésite d'appuyer sur ce bouton, j'ai peur de faire une connerie, et derrière au téléphone, non, vous pouvez y aller sans crainte. Et, voilà, appuyez sur le bouton et vous allez voir, ça va démarrer tout seul. C'est magique. C'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Non, mais c'est rassurant aussi. Non, mais parce qu'en plus, c'est une grosse question dans l'écosystème. C'est quel est le support des déploiements, combien de charges ça prend, parce que tu peux vite te faire déborder sur un support technique. Voilà, donc. C'est bien de savoir que au final, c'est pas tant que ça, et en plus il y a des gens qui veulent bien le faire pour toi. Donc ça,
Ça va rassurer tout le monde. C'est vraiment, je pense que c'est essentiellement en fait un point de réassurance dans ce déploiement-là. Ouais, et tu te rends compte que et est-ce que ça, par exemple, par rapport à tes partenaires, les éditeurs avec qui tu travailles, ça leur a facilité des déploiements, ça leur a permis de réussir des contrats qu'ils n'auraient pas réussi sans toi, ou de finaliser une vente qui se faisait pas pour des questions d'aide ou ce genre de choses? Je pense que j'aurais pas la prétention de dire que ça que ça a permis de libérer des projets. Je pense surtout, parce que ces éditeurs avec lesquels je travaille font un travail absolument extraordinaire en termes de mise en avant de leurs solutions, et surtout leurs solutions sont vraiment des produits de très grande qualité. Je pense plutôt, moi, que c'est un phénomène accélérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces éditeurs vont voir des clients et qu'ils disent en plus, effectivement, il y a toute cette logistique qui est derrière pour vous accompagner, ça leur permet aussi de pouvoir se libérer aussi plus rapidement d'un projet qu'ils lancent pour pouvoir travailler sur un deuxième projet ou un troisième projet. Donc c'est un phénomène accélérateur de business. Ouais. Bah, et puis en plus, je pense que... Vas-y. Non, mais vas-y, continue. Je poserai ma question après. Je pense que c'est pour le reste de l'écosystème, pour les gens à l'extérieur, de voir des gens qui sont comme ça capables d'arriver avec des solutions packagées de support, de logistique qui vont faire professionnel, tu vois, bah ça rassure tout le monde. Les clients aussi, de se dire que bon, bah en fait, on s'attendait à trouver encore une fois des geeks dans la cave, et en fait, on a une filière qui est structurée avec des gens qui sont capables de dire ouais, moi je livre, je vous installe, tout fonctionne et tout fonctionnera. Voilà, et c'est pour ça qu'on a d'autres services aussi que je peux développer un petit peu là. Ça fait partie aussi des demandes de la part de ces clients-là. Par exemple, cette notion de swap, c'est-à-dire en fait le remplacement d'un produit en J+1. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'on ait fait un déploiement avec une cinquantaine de sites. Il y a un site qui est en panne. En fait, il a un numéro de hotline, il nous appelle directement, et s'il a pris ce service premium, comme on connaît sa configuration, on va lui préparer un casque équivalent en avance de phase, y injecter tous les contenus dont il a besoin et l'envoyer en J+1. C'est-à-dire que le lendemain, une fois qu'il a déclaré sa panne, le lendemain ou surlendemain, il reçoit le produit équivalent, et nous, on va faire repasser un transporteur pour récupérer le produit qui est en panne et assurer le retour en garantie chez le constructeur. D'accord ? Et une fois qu'on a récupéré ce produit, on refait le swap. Donc, ça permet justement de ne pas avoir de rupture de service dans le cadre d'un déploiement de ce type. Et du coup, toi, tu lui rends son ancien produit. Et je lui redonne ensuite son ancien produit, effectivement. D'accord. Alors, pourquoi, absolument. par curiosité, pourquoi est-ce que tu lui laisses pas celui que tu as laissé en remplacement et tu tournes ton remplaçant? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un stock de produits qui tourne de cette manière-là. Donc en fait, le client, lui, a acheté un produit avec un numéro de série qui lui est propre, qui lui appartient. C'est pour ça que c'est mon devoir aussi de lui rendre le produit qu'il a acheté avec son numéro de série. D'accord. Oui. Okay. Pour la gestion de flotte, c'est quand même plus pratique, en effet. On avait Selkis qui nous disait, mais on parle de quel type de déploiement? Est-ce que c'est un déploiement matériel? Du coup, pas que, parce que du coup, c'est vous qui installez donc, toute la partie software au sein du matos. Donc au final ça fait un petit peu les deux, même si finalement ce qu'on envoie c'est physiquement du matos. Par contre c'est pas un déploiement dans le sens déploiement de mise à jour ou ce genre de choses. C'était d'ailleurs ma question. Par contre, charge à l'éditeur par contre de faire le déploiement de ces mises à jour. Est-ce que vous avez des services pour les aider là-dessus typiquement? C'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Et effectivement, de pouvoir proposer un système de type MDM qui pourrait être accessible également pour tous les éditeurs directement en ligne et qui leur permettrait aussi de pouvoir, soit pour les clients eux-mêmes utilisateurs, soit pour les éditeurs, de pouvoir pousser du contenu et par ailleurs pour nous de pouvoir aussi plus facilement déployer
du contenu ou une mise à jour à la demande effectivement d'un éditeur ou d'un client en particulier. Ok. Ok. J'ai une question derrière. Après, Stéphane, tu me dis hein, si tu peux y répondre ou pas, ou avec un ordre de grandeur ou pas, mais j'imagine que du coup, vous vous placez beaucoup au centre, enfin, en tout cas, vous vous placez au centre de beaucoup d'appels à projets. Est-ce que typiquement la crise, l'année qu'on vient de passer, là, assez horrible, du coup, a enterré pas mal d'appels à projets, justement, ou est-ce qu'il y en a encore dans le pipe donc de projets publics C'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, on s'est posé la question lors du premier confinement qui a été certainement le plus brutal et puis le plus oui, on va dire le plus brutal et puis le plus anxiogène également. celui qui a remis en cause pas mal de choses. Ouais. Ouais. Et en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça allait donner? Et le résultat que l'on voit aujourd'hui, c'est que en fait, cette pandémie est plutôt un accélérateur de déploiement de solutions. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup privilégier effectivement beaucoup plus les formations à distance, les formations de ce type en réalité virtuelle plutôt que le présentiel. Donc, personnellement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus, au contraire, de projets actuellement dans les tuyaux et qui veulent aller vite également en termes de déploiement. D'accord, ok. On a Galdiane qui nous dit quel type de projet, du coup, en dehors de solutions, effectivement, comme formation ou modélisation, quel genre de projet après, vous pouvez peut-être pas les citer, hein, forcément, mais on parle de type de projet, c'est bien souvent, ça va être ça, de la formation ou Oui, il y a beaucoup de projets, effectivement, de formation, formation professionnelle. Ça va être des formations sur de la sécurité, sur de l'incendie, sur du comportement. Donc il y a pas mal d'éditeurs effectivement qui sont sur ces segments-là. Ça peut être des contenus, généralistes, ou alors des contenus très spécifiques qui ont été développés effectivement à la demande d'un client. Donc on est vraiment sur très axé effectivement sur les compétences des personnes sur ces projets de déploiement, ou bien sur des expériences également pour les clients. Voilà, des expériences diverses, se mettre en situation, ça peut être effectivement découvrir quelque chose de nouveau, aller à un endroit particulier, etc. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, ça marche, mais oui, bah, typiquement, votre package et votre service a du sens. Demain, je suis éditeur de solutions. J'ai fait une solution pour le level virtuel, par exemple, pour déployer massivement sur, je sais pas moi, une expérience de free roaming avec 100 personnes et autres. Vous êtes clairement, vous pouvez en tout cas répondre à cette offre sans problème, quoi. Et Exactement. vous garantissez à la fois au level virtuel et à la fois à l'éditeur une certaine sérénité, ce qui est plutôt cool. Voilà. Et ça permet justement, l'ensemble de ces services permettent aussi, par exemple, on pourrait imaginer, par exemple, effectivement, une entreprise qui veut déployer sur une cinquantaine de personnes ou une centaine de personnes dans un pays X. On a cette capacité aussi à échéance, une fois que toutes ces formations sont terminées, de pouvoir récupérer pour le compte de ce client-là également tous les casques et les reconditionner. J'en parle un petit peu dans cette slide-là, c'est-à-dire qu'on peut les récupérer, on peut les nettoyer, les désinfecter, au besoin changer les mousses, on peut les blanchir, c'est-à-dire en fait effacer les mémoires, remettre ensuite l'operating system, remettre de nouveaux modules dessus, les remettre dans des packages également et pouvoir renvoyer ces produits. Donc pour le compte d'un client à qui appartiennent ces produits-là. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut les accompagner aussi dans plusieurs déploiements successifs de ces appareils-là au sein de l'entreprise. Ouais, et alors là sur un mode de location où c'est leur casque qu'ils ont acheté et tu les aides juste à les reconditionner, tu les aides à les reconditionner pour pouvoir mettre la nouvelle application sur le casque et les réenvoyer au bon endroit. En fait, je pourrais te dire, en fait, ça répond aux deux besoins.
L'important, c'est surtout en fait quel est le besoin de l'entreprise. Besoin de l'entreprise, ça peut être effectivement de pouvoir dire, ben voilà, je déploie à un instant donné et ensuite je rapatrie les produits, je les reconditionne et je les redéploie. Ça, c'est tout à fait possible. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que je pense qu'on va aller aussi de plus en plus dans ces modes-là en termes de vente, de représentation aussi des commerciaux, de pouvoir se dire, il faut qu'à un moment donné, il faut que je fasse vivre une expérience à mon client. Aujourd'hui, à cause du Covid, des problèmes que je rencontre, etc., c'est plus compliqué d'organiser un rendez-vous client face à face. Donc, je peux très bien imaginer envoyer un casque, faire une visioconférence avec mon client, lui expliquer, lui montrer le contenu dans le casque, et ensuite de rapatrier ce produit ou faire rapatrier ce produit effectivement par une structure comme As Digital, qui va ensuite récupérer le produit, le reconditionner et le remettre en stock pour le prochain rendez-vous client que l'entreprise peut vouloir faire. Ou bien, troisième possibilité, effectivement, c'est le mode locatif dont tu parlais, Louis, c'est de dire effectivement à un moment donné, j'ai besoin de faire effectivement un événement client, ben voilà, j'ai un stock et je vais pouvoir, grâce à Mass Digital, pouvoir avoir toute logistique pour pouvoir expédier ces produits, faire de la location d'événements et ensuite rapatrier ces produits-là. Vous voyez qu'il y a, en fait, en maîtrisant toute cette chaîne-là, on peut offrir toute une palette de services qui correspond à différents besoins de ces entreprises. Complètement. Et du coup, parce que j'ai coutume de le faire à chaque fois, c'est vrai qu'on est en train de parler à chaque fois de solutions innovantes, de solutions professionnelles dans quasiment tous les meet-ups. Et du coup, par innovation et enfin voilà, d'expérience, je sais que dès qu'on parle d'innovation à des personnes qui ont checké, on imagine tout de suite un trou noir dans lequel on jette de l'argent. Donc voilà. Typiquement une solution comme ça. Demain, je suis une entreprise, voilà, Dupont et compagnie. Je souhaite comme ça, enfin je sais pas, j'ai un produit en tête que j'ai prototypé en 3D, dont je ne veux pas que ça fuite justement sur le net ou autre, et qui, enfin parce que j'ai développé le soft, voilà, fit parfaitement avec la VR. Et justement, je suis dans le cadre je vais envoyer donc ponctuellement à des prospects avancés, mais à des prospects du coup, un casque dans lequel on va pouvoir se retrouver en visio, en mode 3D, avec le prototype sous les yeux. On est sur un budget alors attention, un râteau, enfin, mais on serait sur quel genre de budget pour le coup? C'est très compliqué. Non mais j'imagine. De répondre rapidement à une question comme ça, parce que justement, on travaille en mode projet avec chacun d'entre eux, parce qu'on va définir le contenu et le service et le degré de service attendu également. Donc, je peux pas ça dépend répondre si je prends tous les tiroirs ou pas, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très compliqué de répondre à ça. Mais je suis une PME lambda, enfin, du coup, voilà, l'entreprise moyenne, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'abordable ou ce serait quelque chose, enfin, même sans parler de prix, enfin, je veux dire, c'est une solution que vous voulez, j'imagine, abordable. Enfin, vous voulez qu'en fait que cette petite, enfin, que cette moyenne entreprise, on va dire, puisse se permettre ça, du coup. Complètement. Ouais. L'idée pour nous. Cas pratique, on te demande 5 casques avec une installation d'APK dessus et un an de support. Sur un Focus Plus. Ça tourne autour de quoi? Ça dépend du temps de chargement de l'APK, ça dépend aussi de différentes prestations effectivement que l'on peut avoir, de la personnalisation également des casques, de la solution, du contenu, du package global. Il y a trop de composants pour pouvoir répondre aussi rapidement, aussi facilement. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment en mode projet avec chacun d'entre eux pour leur dire effectivement quel est le besoin. Est-ce que on a besoin aussi d'activer une hotline? Est-ce qu'on a besoin effectivement de préparer tout ça en amont? Qu'est-ce qu'on veut faire sur le casque? Est-ce qu'on veut le mettre en mode kiosque? Est-ce qu'on a besoin effectivement de rapatrier les produits après? Et vous voyez aussi en termes de service, il y a la dernière barrette là qui est le recyclage, parce qu'il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire qu'en fin de projet, que le projet soit petit, moyen ou grand, les produits vont arriver en fin de vie à un moment donné. Donc, on travaille aussi avec un éco-organisme qui s'appelle Écologique. On a cette capacité à rapatrier tous les produits et à les détruire en recyclant l'ensemble des composants.
Donc ça fait partie aussi des demandes de pas mal d'entreprises Cool. pour avoir une politique un peu plus responsable. Donc il y a beaucoup de composants dans cette offre de service. J'aime bien discuter avec chacun de mes clients pour dire c'est quoi votre besoin, de les aiguiller par rapport à ça, de leur dire voilà tous les tiroirs qui existent, quels sont ceux qui sont les plus intéressants et par rapport au prix de chacun de ces tiroirs, par rapport à votre budget, qu'est-ce qui est le plus cohérent. Ouais, non, tout à fait. Okay. Et non, alors... non, j'avais bien conscience que ma question enfin, ne pouvait pas avoir de réponse immédiate. En tout cas, vous faites le maximum, et c'est ça le plus important, pour que ça soit accessible à ce genre d'entreprise. Absolument, absolument. Et question de... Et pendant ces périodes Covid, là, justement, un peu... Et je te rends la main aussitôt après lui. Durant ces périodes Covid, là, justement, est-ce que vous faites des gestes particuliers, on va dire, pour justement la VR et sa démocratisation, notamment? Enfin, là, je ne vais pas, sans pour autant aller parler de réduction, enfin, ou de réduction. J'imagine qu'il n'y a pas un moins 25% parce que pandémie, mais voilà, enfin... Est-ce que du coup typiquement une boîte qui voudrait se lancer dans la VR pour essayer de relancer son business malgré la pandémie et pourtant elle va pas, enfin voilà, c'est un petit peu la dernière solution pour elle ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu que vous êtes un grand groupe en fait derrière, est-ce que vous avez des solutions pour aider ces entreprises ou vraiment, c'est le déploiement et je m'arrête là, ce qui n'est pas une critique quand je dis ça. Ah oui, complètement, j'entends très bien. Les déploiements de solutions, aujourd'hui, déploiement de solutions en réalité virtuelle, franchement, le coût n'est pas excessif. On peut avoir un service, effectivement, qui est très simple. Quand on prend un Pico G2 4K, par exemple, on n'est pas sur un prix qui est exagéré. On est sur un produit, effectivement, avec un prix public qui est à 350 € hors taxe. On est sur un produit qui est vraiment un produit d'appel. Du contenu, on en trouve. Si on ne trouve pas le contenu qui nous intéresse, on peut le faire développer aussi par une agence web qui se trouve pas très loin. Sur des besoins simples de ce type-là. Et en termes de déploiement, on peut avoir des choses qui sont très simples en termes de déploiement, c'est-à-dire juste une préparation simple, on charge l'APK, éventuellement on met un sac à dos, on colle un sticker, et puis ça s'arrête là. Donc on est sur des solutions qui sont très très abordables. Après, on peut aussi avoir des solutions qui sont beaucoup plus coûteuses, parce qu'on va passer sur un produit qui est beaucoup plus haut de gamme, avec une prestation de service également qui est beaucoup plus importante. Mais c'est pour ça que je ne veux pas répondre à votre question en termes de prix, parce que ça va vraiment dépendre du besoin de l'entreprise et du budget qu'elle est prête à y consacrer. On trouve des solutions d'entrée de gamme, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut, avec des prestations de services qui sont simples également, et on a des besoins qui sont très évolués avec des prestations de services qui sont très exigeantes. Donc on a vraiment tout ce spectre de possibilités. Je comprends. Et oui, après j'imagine. D'ailleurs, comment ça se passe par rapport à vos clients? Est-ce qu'ils ont bien souvent une idée précise en fait de ce qu'ils veulent et du coup vous leur apportez le tiroir et entre guillemets pardon, en leur ouvrant l'esprit, ou est-ce que au final ils avaient d'ores et déjà un petit peu ça en tête? En fait, ça passe beaucoup par effectivement par un échange qui dure, qui peut durer avec les clients, parce que ceux qui sont dans cette démarche-là sont déjà sensibles, effectivement, à la réalité virtuelle. Donc, ils sont déjà passés par là, ils ont déjà fait des tests, ils se sont essayés aussi, pour beaucoup d'entre eux, un premier test de déploiement, donc ils ont vu aussi les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer en termes de besoins de ressources humaines, besoins de ressources techniques, ressources en termes de mètres carrés, etc., parce qu'effectivement, quand on a une salle de réunion qui fait 20-25 mètres carrés et qu'on a stocké 20 produits dedans et qu'il faut tout déballer, qu'il faut tout brancher, etc., il faut qu'on aille racheter des rallonges chez Leroy Merlin, etc., pour arriver à faire ça, et qu'au bout d'un moment on se dit mais c'est pas possible, on va pas y arriver parce que de toute façon on n'est pas staffé pour le faire. Donc on voit très rapidement effectivement ce type de limites. Après, moi mon objectif c'est de leur dire on peut faire un déploiement basique. Voilà, basique c'est ça. Voilà, ça s'arrête là. Après, voilà tous les services qu'on a développés. On peut aller jusque là ensemble, mais après c'est du tiroir en fonction de votre besoin ou
du niveau d'exigence que vous voulez avoir pour ce type de déploiement. Donc c'est vraiment vous, mon partenaire, mon client, qui me dites effectivement à quel moment on s'arrête en termes de rapport, on va dire, bénéfice-prix par rapport au déploiement que l'on souhaite effectuer. Ouais. Ouais, bah, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont le cas que tu nous décris, des gens qui ont voulu tenter. mais voilà, le problème, c'est que c'est de la logistique. Voilà, tout ce que vous faites, ça se tente pas comme ça, on Ça s'improvise s'improvise pas pas. comme ça. Bah non, complètement pas. Moi, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, et c'est aussi le rôle de ce genre de meet-up, c'est que les gens évitent de tenter, par exemple. Bah oui, parce que il y a beaucoup de boîtes aussi qui avaient des bonnes idées à la base, qui ont tenté ce genre de choses, cramé beaucoup trop de budget dans ce genre de choses, parce que pas forcément très bien faites, et bah, écoulées, malheureusement, alors qu'à la base, si elles avaient été bien guidées, donc c'est le rôle d'immersive learning, c'est le rôle de TA aussi, qu'on s'est fixé là sur ces sujets pro-là, c'est vous informer là-dessus. Sachez que ça existe et évitez de tenter dans votre garage parce que ça peut avoir des conséquences qui sont très très lourdes, mine de rien. Et puis, Donc, au-delà de la conséquence financière sur un projet, parce que voilà, tu prends du retard, tu payes des pénalités, tu as des coûts supplémentaires. Ça, c'est un premier coût, mais le coût qu'on voit pas, c'est le coût de réputation pour l'entreprise d'une part, où Oui. t'as la réputation de quand tu fais un projet, la livraison c'est bancal, et à côté de ça, t'as l'impact que ça va avoir sur tous les autres qui font peut-être des trucs vachement bien, mais celui que t'as eu, toi, c'était un bricolo. Et non mais faut se le je dire veux aussi dire, quoi. ouais, clairement. Et je pense que ça a un impact majeur sur sur l'écosystème. Et c'est pour ça que les initiatives qu'on voit en ce moment, France Immersive Learning, la Web TV, je pense que c'en est aussi un très bel exemple. Voilà, on fédère de l'info pour la donner aux gens, pour que justement on arrête de faire ce que tu as dit, qu'on arrête de bricoler dans son coin. Donc allez voir des professionnels qui vous font de la logistique, et puis en plus la logistique c'est quand même une tannée. C'est ça. Enfin pour l'avoir fait dans une autre vie. C'est un métier. C'est un métier, hein. donc ça s'invente pas. Et alors pour C'est rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu as un partenaire pour recycler les casques. Est-ce que on peut lui envoyer des casques même si on n'est pas passé par toi à la base? Parce que je sais qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont des casques sur les bras et qui savent pas quoi en faire en termes de recyclage. Et du coup, si tu as un contact, je pense que ça intéresserait pas mal de monde. Un musée. Absolument, absolument. C'est quelque chose, alors que j'ai, là aujourd'hui, effectivement, cette offre de recyclage, elle est faite principalement sur les casques que j'ai vendus moi et qui vont arriver à un moment donné, effectivement, dans l'obsolescence. Et à ce moment-là, effectivement, c'est de proposer cette solution-là aux clients avec lesquels je travaille. C'est simple, je travaille avec l'écosystème qui s'appelle Écologique. Donc, Okay. peut-être qu'effectivement, ces clients-là peuvent se tourner vers Écologique pour avoir un contact et pouvoir travailler sur cette phase de recyclage. Ok, merci. Comment ça se passe au niveau du recyclage? Alors là, du coup, j'aimerais juste ton point de vue client. Est-ce que c'est eux qui te payent pour récupérer les casques ou c'est l'inverse? Non, alors aujourd'hui, c'est effectivement aujourd'hui, c'est en fait une solution, une offre de service que je propose. Mhm. Donc c'est eux qui vont me payer effectivement pour se débarrasser de ces casques-là, en étant sûr qu'effectivement ces produits-là, ils vont pas dans une décharge sauvage, dans une forêt Oui, bien sûr. dans un champ, mais qu'ils Ah non, vont je parle du recycleur. Oui. Alors, le recycleur, en fait, on paye une cotisation. Je paye une cotisation sur tous les casques que je vends. Et par ailleurs, aussi, à la fin, il y a une taxe également qui est prélevée. Pourquoi Parce que c'est important aussi de pouvoir faire vivre ce type d'éco-organisme. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va entièrement désosser ces casques comme celui-ci, entre la partie plastique, la partie composant, la partie tous les éléments en fait qui peuvent être refondus, recyclés, et répartis dans des bennes différentes. Et ensuite, effectivement, ces bennes sont envoyées à des recycleurs qui, eux, peuvent fondre ces éléments-là et pouvoir réutiliser les matières premières. Je comprends bien. Non, parce que j'allais dire, attention, on n'est quand même pas sur un magnétoscope des années 80. Enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, on donne un casque à un recycleur, il peut en tirer vraiment de la matière et un véritable revenu. C'est même démonter les casques là, même
Ouais, on peut peut-être tirer la moitié de la valeur de son prix d'un Oculus Quest 2 à l'heure actuelle en version démontée, je pense, hein, si on prend en compte les caméras, enfin, et je pense si on retire tous les capteurs qu'il y a dessus, je pense que peut-être pas la moitié de son prix, mais j'exagère. Non, mais c'est C'est audacieux. d'où ma question, hein, en effet. Non, mais clairement, mais d'où ma question. Ok, donc c'est pas le petit recycleur du coin. C'est pas quand on vous parle recycleur, du coup, c'est pas le recycleur boulanger dans lequel vous allez mettre votre casque et puis après, on sait pas Non, trop ce que ça non, devient. c'est vraiment une offre de service professionnelle, faite par des professionnels, et c'est quelque chose que le groupe Itensia fait depuis 30 ans également. Ouais, Donc il y a un vrai savoir-faire derrière c'est ça. pour être Vraie sûr plus-value. que l'on va recycler correctement tous les composants de ces produits-là. Parfait. Ok. Non, mais nickel. Et on avait... Juste, je rebondis juste sur le point que tu disais, Louis. Il y avait, ça m'a fait penser en termes de déploiement, la notion d'image professionnelle. C'est quelque chose effectivement qui est fondamental. C'est surtout en fait l'image qui est très importante pour l'expérience utilisateur. C'est un point fondamental dans la réussite d'un projet. Il faut que l'utilisateur qui reçoit le casque soit pleinement satisfait de son expérience de réalité virtuelle. Et ça, effectivement, il faut préparer cela en amont. Et la deuxième chose également pour l'ensemble des éditeurs et tout l'écosystème qui travaille autour de la réalité virtuelle, le fait de pouvoir s'appuyer sur un professionnel comme Mats Digital, c'est aussi un accélérateur de business parce que c'est autant de temps qu'on ne va pas passer à gérer ce déploiement ou cette partie logistique qui est extrêmement chronophage pour les gens qui ne sont pas outillés pour le faire. Et pendant ce temps-là, on peut aller chercher de nouveaux clients et déployer de nouveaux projets. Donc c'est un vrai accélérateur également en termes de business. Ouais, complètement. Et alors, pour le coup, on a une question d'Agalian dans le chat qui nous demande si du coup, on a une boîte qui a commencé en mode un peu bricolage et qui, au final, s'en sort pas. Est-ce que ils peuvent te demander de venir à la rescousse? Bien sûr, bien sûr. On analysera justement la situation, le besoin et puis l'objectif que cette entreprise a. Ok. Donc du coup, vous avez enfin, ou vous portez peut-être même vous-même en termes de coach, effectivement, agilité notamment, ou ce genre de choses, c'est-à-dire amener l'entreprise à faire un petit peu son Rex et son amélioration continue, ou c'est un travail qu'elle doit faire en amont. Alors, j'ai pas cette prétention-là. Je pense Ouais. qu'effectivement, chaque entreprise doit construire sa propre stratégie. Moi, je suis pas là pour être coach. Je suis là simplement pour trouver ou pour amener des solutions qui pourraient Ouais. faciliter le travail de ces entreprises. Ouais, Et bien faire sûr. en sorte qu'elles se concentrent vraiment sur leur cœur de métier qui est le plus important et qu'elles ne s'empêtrent pas justement dans ces problèmes de logistique. Ah oui, et on dira jamais assez, hein, concentrez-vous sur votre plus-value. Voilà, C'est un truc qu'on dit exactement. constamment dans le milieu du développement, du web, de ce qu'on veut, mais ouais, concentrez-vous sur, pas sur ce que pas sur ce que vous savez faire, ça je trouve ça extrêmement réducteur, mais sur votre plus-value. Voilà. Exactement. Et entourez-vous des gens qui vous je vois que apportent tu le avais reste. et ben voilà, oui, non, mais bien sûr. Non, mais mais ça paraît une évidence, mais des fois, quand on a une entreprise, quand on est un peu la tête dans le guidon, quand on a une start-up, c'est aussi pour ça que je parlais de coaching, c'est que certaines start-up, ça démarre de loin, mine de rien. Enfin, ça a tellement la tête dans le guidon, justement, de la solution qu'ils ont envie de créer que tout le reste est complètement illusoire, enfin, voire n'existe pas. Oui, et parfois, on se dit, on pense faire des économies, en fait, ce sont des fausses économies, parce on va dire qu'on s'embarque, entre guillemets, dans des processus ou dans des méthodes qu'on ne maîtrise pas, et on va perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Et ce que tu disais, il faut se concentrer vraiment sur la valeur ajoutée et le savoir-faire effectivement de l'entreprise. C'est là où elle est forte, c'est là où elle doit défendre aussi ses compétences, et c'est ce qui va faire son succès. Et ensuite, il faut s'entourer effectivement d'un certain nombre de prestataires sous-traitants entre guillemets qui vont être là pour soutenir, accompagner cette croissance. C'est ça qui est fondamental. Petit tips, enfin du coup après c'est purement personnel, mais considérez qu'à partir de 3 heures de sommeil rogné par jour, c'est que vous êtes planté quelque part. Faut faire un truc. c'est qu'il vous faudra une autre solution. C'est que quoi qu'il arrive, vous n'y arriverez pas. Exactement. Après c'est perso. Mais ok, ça marche.
Celle qui nous dit j'ai la mauvaise idée de faire partie d'une startup. Alors attention, non, c'est un système que personnellement j'apprécie en plus beaucoup. C'est juste qu'il y a plusieurs types de startup, quoi. Il y a la bonne et la mauvaise startup, quoi. Voilà, je te la fais pas façon inconnue, mais pas loin, quoi. C'est l'histoire du chasseur, ça. C'est ça, exactement. Du coup, Stéphane, j'ai vu que tu avais changé de slide. On va mettre directement aussi l'URL du site dans le chat hein, pour que. Il y est déjà. Ah, bah formidable. Bah, merci Donc beaucoup. il y a deux URL, une en .fr pour le site en français et une .com pour le site en anglais. Ah oui, je l'ai pas vu. MyPad. Et je voulais te poser une question parce qu'on en a parlé hier sur la chaîne avec Cédric et vraiment on se posait des questions sur la logistique, donc c'est parfait, tu vois, on a fait les transitions sans le savoir. Tu as peut-être vu passer l'info comme quoi la marque Abarth de voitures envoie des casques de réalité virtuelle pour ses clients pour qu'ils puissent tester les véhicules. Et on se demandait un peu comment est-ce qu'on devrait organiser la logistique d'un truc pareil pour que ça fonctionne correctement. C'est quoi ton avis sur la question? Eh ben, faites appel à métier, quoi. Parce qu'on saura parfaitement le faire. Et à ton avis, derrière parce que c'était ça en fait aussi la question qu'on avait en tâche de fond. À ton avis, derrière la logique en fait qu'ils ont eux, est-ce que c'est quelque chose qu'ils apportent à tous les clients? Est-ce que c'est quelque chose qui alors c'est encore une fois, hein, c'est lié à. Enfin, je veux dire, ce genre de client, quand il déploie ce genre de stratégie, est-ce qu'on peut s'imaginer que dans un avenir proche, à partir du moment où ça commence à devenir récurrent, le moindre client en termes de prospect, et bam, on peut envoyer un casque, ou est-ce que ça restera réservé à une élite, genre les 10 plus gros consommateurs de l'entreprise, quoi? Les 10 plus gros clients. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Là-dessus, il y a plusieurs hypothèses. Parce que la première chose en fait que vont faire les concessionnaires, ça va être effectivement d'envoyer des casques de réalité virtuelle de type autonome à leurs concessionnaires pour déjà avoir une première expérience pour l'utilisateur qui va venir. Ça peut être très intéressant pour différentes choses, pour voir effectivement une finition d'un produit, pour voir différentes choses que le client voudrait voir et qu'il ne peut pas voir directement en concession. Après, il y a tous les protocoles de sécurité qui peuvent exister aussi pour nettoyer, désinfecter le casque, etc., faire en sorte que l'utilisateur se sente en confiance. Envoyer un casque ensuite chez un client directement, je pense que dans un premier temps, ça va être effectivement sur soit des clients très importants pour la marque ou pour un concessionnaire qui a demandé effectivement ce qu'on envoie un casque chez lui. Ça peut être aussi pour, pourquoi pas, des influenceurs, des journalistes, ce type de cible également qui peut être très intéressant en termes de présentation de produits ou de lancement d'un produit. Mais je me dis aussi que avec le temps, on pourrait voir venir ce genre de choses, c'est-à-dire en fait avoir une demande pour une prestation de présentation directement à domicile. Je prenais le cas tout à l'heure effectivement des commerciaux qui peuvent envoyer aussi des produits, des casques directement chez leurs clients. Voilà, je pense que la pandémie peut aussi nous amener à réfléchir à nouveau sur notre manière d'être, de travailler. Et peut-être qu'effectivement, pour un commercial, c'est peut-être pas forcément nécessaire de prendre sa voiture, de faire 1000 km dans une journée pour aller voir 5 prospects et rentrer le soir lessivé. Peut-être qu'il y a une autre manière de travailler, peut-être plus intelligente, peut-être plus efficace. Parce qu'effectivement, si on est capable d'avoir cette interaction avec un client à distance et de pouvoir se dire je fais des slots d'1 heure, je fais une demi-heure de pause, en fait de pouvoir potentiellement voir beaucoup plus de monde dans la journée avec ce type de nouveaux outils. D'accord, ok. Et du coup pour toi, donc si on extrapole un peu sur le futur, pour moi, enfin entre guillemets, commencer par donner mon avis, mais pour moi, il y avait deux possibilités. Soit on se dirige vers un monde où, clairement, les casques, du coup, sont mainstream. À partir de ce moment-là, on les compare au téléphone, et je pense que le système équivalent du Play Store ou de l'App Store, de l'Apple Store, sont bons dans 80% des cas, on va dire, et les 20% qui restent bénéficient automatiquement d'un déploiement comme le vôtre. Pourquoi? Parce que sécurisé.
C'est-à-dire que la personne ne peut pas rétro-ingénierer l'application si elle ne peut pas l'ouvrir ou si elle ne peut pas rentrer dedans. Donc enfin voilà, c'est l'utilisation que j'en vois. Ou alors, du coup, dans un futur, quoi qu'il arrive, on sera plutôt vers ce genre de démarche, même pour, typiquement, on parlait de préparateur automobile, mais ça pourrait être un commercial de chez Heineken, par exemple, ou je donne au pif. Enfin, c'est quelle vision, tu pencherais vers quelle vision, en fait? Moi, je pense que aujourd'hui, on a vraiment les outils. On a cette capacité logistique aussi à pouvoir assurer cela. Je pense qu'on a un environnement aussi qui est un petit peu plus anxiogène qu'auparavant. Alors peut-être qu'on reviendra aussi après les vaccinations, etc. Peut-être qu'on reviendra un petit peu plus à un monde un peu plus normal. Mais typiquement, par exemple, on sait qu'effectivement, le trafic aérien ne reviendra pas à ce qu'on a connu avant, pas avant 3 ans minimum. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il faut qu'on trouve un nouveau moyen de travailler. Et aujourd'hui, ces outils de réalité virtuelle et toute la logistique qu'on est capable de mettre autour permettent justement de pouvoir travailler différemment aujourd'hui. Voilà. Et de pouvoir aller dans ce sens-là. Peut-être aussi, ça peut permettre aussi de réduire son empreinte carbone, de pouvoir travailler avec des produits de ce type que l'on envoie à des clients et avec qui on peut facilement discuter au travers d'un écran comme on fait aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin d'aller se déplacer chez chaque client individuellement, faire du face-à-face, perdre 3 heures effectivement dans les transports en commun ou dans sa voiture, etc. On a d'autres manières de travailler qui sont plus efficaces, comme cela, qui peuvent être aussi plus reposantes, qui peuvent aussi peut-être mieux balancer la vie professionnelle de la vie familiale. Voilà, il y a plein de bénéfices aussi à ce type de solution. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne le fera pas, mais il y a un réel intérêt à travailler dans ce sens-là. Ah oui, non, complètement. D'ailleurs, fun fact, aujourd'hui, c'est la première fois, et ça va justement dans le sens d'une démocratisation et d'une ouverture d'esprit un peu dans le monde professionnel. C'est la première fois qu'on m'a dit, non mais toi, tu as de la chance, tu bosses dedans, tu maîtrises le sujet, et c'est cool parce que tu vas pouvoir aller loin. D'habitude, dans le monde professionnel, quand vous dites globalement que vous travailler sur les technologies immersives, vous avez soit Jean-Claude Convenant qui va vous demander si le porno ça marche bien, ou alors Hervé, j'ai oublié le duo de Caméra Café, qui va vous demander si en dehors des jeux vidéo vous avez d'autres passions, quoi. Donc franchement, aujourd'hui, j'étais plutôt content qu'on me pose cette question, enfin qu'on me dise ça, mais disant, tu as de la chance de maîtriser quelque chose qui, de toute façon, parce que dans l'esprit de cette personne, c'est de toute façon indéniablement le futur. Et comme tu as dit, Stéphane, il y a beaucoup de gens qui espèrent que demain, le monde de demain, mais genre demain, fin du mois, ça sera mieux malgré la vaccination et autres. Non, les aéroports parlent de 2024, 2025. Il faut. Absolument. On peut pas être passif, je pense, en tout cas, par rapport à cette crise. Demain, vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas être passif par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter dans 6 mois. Alors, je sais qu'on a un gouvernement un peu particulier, mais on fera pas de politique dans ces meet-ups, mais on a un gouvernement et des styles de communication un peu particuliers qui fait qu'on donne tout au compte-gouttes. Mais il faut essayer de prendre un peu de hauteur et voir... bien évidemment, c'est pas aussi dramatique que peuvent le dire certains médias, mais ça va durer dans le temps, quoi. Ça va être vraiment diffus et il est temps de trouver de nouveaux moyens, quoi, de communication et de travail. Exactement. Vous l'utilisez, vous, régulièrement, d'ailleurs, on va dire le télétravail, ou du moins l'équivalent visio par casque VR, par exemple? Vous qui êtes équipé, du coup, dans l'entreprise? Alors, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on est énormément en télétravail, énormément en visioconférence. Voilà. Principalement pour des raisons, effectivement, de toute façon, principalement des raisons de sécurité, tout simplement. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, ces différents confinements nous ont appris aussi à travailler différemment. C'était un point qui était extrêmement important. Et je parlais aussi tout à l'heure, effectivement, de balance entre vie professionnelle, vie familiale. Ce sont des points qui sont très importants. C'est-à-dire que le télétravail, effectivement, il faut s'équiper, il faut avoir une salle dédiée pour travailler, pour faire son bureau.
On peut pas effectivement inventer ou improviser un bureau dans une chambre ou dans une cuisine ou dans un salon, parce qu'effectivement, ça va poser un problème. Mais voilà, à partir du moment où on s'est bien équipé, on a bien mis ça en place, en fait, travailler dans ce bureau qui se trouve à la maison ou travailler dans un bureau qui se trouve ailleurs, en fait, ça revient quasiment à la même chose. Ce qu'on gagne, c'est le temps de déplacement. Ça, c'est un point très important. Après, est-ce qu'on utilise beaucoup les casques pour faire des visioconférences? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, ce qu'on va travailler surtout, c'est le contenu avec les éditeurs, savoir ce qu'ils veulent avoir comme contenu sur ce type de produit, pour que ensuite leurs clients puissent utiliser ce type de produit. D'accord? Mais voilà, donc on est beaucoup plus en fait en visioconférence qu'en réalité virtuelle avec des avatars. D'accord, ok. Mais messieurs, la discussion est passionnante, mais il est 19h15, il va falloir qu'on s'arrête par là. Timekeeper. Timekeeper, je suis désolé, il faut que quelqu'un sonne la fin de la fête. Non, mais Et... tout à fait. Tu as bien raison. Merci beaucoup Stéphane, en tout cas. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Absolument. Je voulais vraiment vous remercier pour votre invitation, pour votre temps et puis pour la qualité également de ces échanges. C'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. Un plaisir. Ouais. Et voilà, j'en suis absolument ravi. Et ben, j'espère, en plus vous n'êtes pas très loin, j'espère que vous faites partie, futur Laval virtuel, en tout cas vous n'êtes pas loin, à Angers quand même. Ou en tout cas vous n'êtes pas loin de Nantes. 80 km, juste à 80 km. C'est ça, et vous n'êtes pas non plus loin de chez moi du coup, vu que je suis nantais, donc écoutez, ce serait avec grand plaisir si un jour on se croise aux alentours d'un event. Avec très grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup messieurs, merci le chat. Pour les gens qui nous regardent en replay sur YouTube, vous pensez bien évidemment à venir en live tous les jeudis à 18h pour les meet-up. C'est plus convivial. C'est quand même plus sympa que en décalé, même si on comprend que bon, des fois le créneau de 18h c'est pas facile pour tout le monde. Pour ceux qui ça peut permettre pour vous de poser des questions. Exactement. C'est le but, hein, on les relaye. En tout cas, pour ceux qui sont en live avec nous, restez là et on se retrouve dans un tout petit quart d'heure.